gouvernement Judith Suminwa a été investi cette nuit à l'Assemblée nationale. On va aujourd'hui surtout s'intéresser aux chiffres. Des chiffres qui parfois annoncés avec pompe, vrai ou faux, mais dans les vécus quotidiens, ça pose problème. Il y a toujours un grand écart entre la volonté de faire mieux et ce qu'on fait réellement une fois sur terrain. Vous avez suivi sur ce plateau un ancien Premier ministre, n'est-ce pas, parler de ces chiffres entre ce qu'il lui a connu à l'époque avec 4 milliards et ce qu'on voit actuellement avec les 15 milliards ou même avec les 18 milliards de Judith Suminwa et Toulouka. Pour en parler sur ce plateau, je reçois un ancien député national. Il était là au Parlement à l'époque. Il connaît un peu comment ça se passe, comment les contrôles s'est fait, les annonces, entre les annonces, les contrôles et les réalisations. Alors, je reçois M. John Kolera. Bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin, le plaisir est partagé. Je profite en même temps de vos caméras pour saluer les téléspectateurs de partout où ils auront l'opportunité de nous suivre encore aujourd'hui. Vous étiez député national de 2011 à 2018. Depuis lors, rien ne passe. Il y a eu divorce entre vous et votre base ou quoi? Non, pas du tout. Vous savez, très souvent, l'élection a toujours été facile. La réélection, c'est toujours difficile pour tout le monde, de manière générale. Il y a des réalités du terrain. Plusieurs aspects peuvent jouer. Mais nous continuons quand même à nous battre. On n'a pas rechigné. Vous avez espoir de revenir un jour au Parlement? Évidemment, oui. La politique, on est encore là. Nous sommes encore trop jeunes. Donc, nous avons à espérer beaucoup. Ah, d'accord. Alors, vous étiez député, je l'ai dit. Vous connaissez même comment ça se passe. Il y a eu ces débats qui ont intéressé beaucoup de Congolais hier, oui. Sous la présidence de Vital Kamerhe, qui a conduit les interventions des uns et des autres avec chaque fois des résumés. J'ai vu des Quinois dans des bistrots, terrasses, des restaurants en train de suivre ces débats comme un match de football. Ça prouve l'intérêt que ces Congolais attachent à ces débats parlementaires. Un gouvernement avec 6 piliers ou axes prioritaires. Il faudra mobiliser en 5 ans 92 milliards de dollars américains. Ce n'est pas une première qu'on annonce les chiffres dans ces pays. Est-ce faisable? Oui, c'est faisable. C'est faisable dans la mesure où on doit se démarquer de la gestion du passé, dans la mesure où on va prendre conscience que nous sommes une république et qu'on doit mobiliser et qu'on doit boucher les trous par où les malfaiteurs ou les mauvais citoyens étaient en train de détourner l'argent qui revenait à l'État. Donc 82 milliards de dollars pour une république comme le Congo avec 120 millions d'habitants, c'est-à-dire en moyenne 18 milliards l'année. Je pense que c'est faisable, surtout au regard aussi de nos potentialités. Mais pour cela, il y a des préalables. Le préalable, c'est d'arranger par exemple les cadres macroéconomiques. Parce que vous savez très bien que l'économie vit comme une personne. Donc, vous ne pouvez pas soigner si une personne est blessée. Vous ne pouvez pas commencer à soigner la plaie si vous n'avez pas encore arrêté l'hémorragie. L'hémorragie, c'est la monnaie, c'est les taux d'échange, c'est les taux d'inflation, disons les prix en interne qu'il faut stabiliser pour donner confiance aux investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, disons les privés, à venir maintenant profiter de cadre macroéconomique qui sera assaini. Donc, on ne peut pas donner seulement les chiffres pour les donner, mais il faut être prévoyant et aménager, disons, assainir l'environnement macroéconomique pour que cela soit possible. Vous êtes cadre du parti au pouvoir. Oui. Vous êtes accusé en tout cas d'avoir asphyxié, un peu muselé Jean-Michel Samaloukonde plutôt, qui n'a pas su donner les meilleurs de lui-même comme Premier ministre, avec un gouvernement parallèle, des conseillers, les tout-puissants conseillers qui amènent des injonctions, qui sont dans tous les dossiers importants. Est-ce que vous allez laisser main libre à Mme Toulouka, comme beaucoup de témoignages le disent, une femme avec beaucoup de rigueur? Est-ce que vous allez permettre à cette dame de faire tout ce qu'elle sait faire pour sortir le Congo où il est actuellement? Que ce soit Samaloukonde, que ce soit Mme Judith, que je félicite d'ailleurs en passant pour profiter de vos caméras pour son investiture d'hier, on n'a jamais mis des crocs en jambe devant un Premier ministre qui qu'il soit. Les choses qui se racontent sur la place publique, ce ne sont que des choses qui sont inventées. Samaloukonde, ce n'est pas le fait qu'il ne prenait pas parole en public régulièrement que ça signifiait qu'il était étouffé.
Sama Condé, c'est quelqu'un qui est de nature timide, il ne parlait pas trop assez. Et on n'avait pas besoin d'un Premier ministre qui devrait tenir les meetings chaque matin pour vous faire savoir qu'il a fait quoi. Le Premier ministre devrait se faire sentir par la qualité de son travail. Et Sama Condé peut le démontrer à travers les statistiques. Comment son gouvernement a pris les choses en main, comment dans une année, il avait déjà amélioré les budgets de 7 milliards à 15 milliards. Ça, ce n'est que chiffres. D'ailleurs, sur ce plateau, ne sont que des chiffres, mais on a reçu un ancien Premier ministre, Matata Ponyo, qui a démontré que c'est de la démagogie, tout ça. C'est-à-dire, on peut annoncer des chiffres, même si c'est vrai qu'on a mobilisé le 15 milliards, vous pouvez les mobiliser. En même temps, l'écoulage augmente de manière exponentielle. En ce moment-là, on n'a rien fait. Comment, par exemple, expliquer qu'il y a eu des conseillers qui devaient gérer des grands projets avec des détournements. Il y a eu des ministres, il y a des dossiers ici aujourd'hui des lampadaires, les dossiers des forages d'eau. Il y a eu beaucoup de dossiers comme ça, autour des millions, n'est-ce pas, gérés entre soit les proches des pouvoirs ou les proches des partis au pouvoir et des conseillers tout-puissants. Et tout ça, semble-t-il, ça a vraiment échappé au Premier ministre. Pas du tout, pas du tout. C'est là que je dis qu'il faut être honnête, il ne faut pas chercher à politiser la science. Matata Ponyo a fait le travail à son époque, il a stabilisé les cadres macroéconomiques, mais ce n'était pas suffisant. Parce que pour parler du bilan, il fallait prendre en compte l'environnement économique international qui était stable. De 2012 à 2015, il n'y avait pas de crise au niveau mondial. Les prix des métaux, parce que notre économie est basée sur les matières premières que vous connaissez très bien, les minerais, et les prix des métaux avaient quintuplé. S'il y avait stabilité à l'époque, c'était grâce à cette manne d'or-là, qui était là de manière presque accidentelle, qui pouvait justifier ce que Matata avait fait. Mais il n'y avait pas, du temps de Matata, une politique économique structurelle, de sorte qu'on pouvait profiter davantage de cette stabilité. Une fois que vous avez arrêté l'hémorragie, qu'est-ce qu'il faut faire de la plaie? Il faut la soigner, sinon ça va s'infecter. Et qu'est-ce que Matata peut répondre en termes de stratégie politique ou des réponses structurelles à apporter à notre économie? La preuve en est que les jours où le vent violent a soufflé, l'économie s'était ébranlée le même jour. Mais lui n'était plus aux affaires, là maintenant c'est vous. Non, il était encore aux affaires, je peux vous donner les chiffres. C'est vous qui êtes venu aux affaires. Pas du tout. Vous avez trouvé un taux plus ou moins stable. Bon, avant lui, il y a eu des premiers ministres, il y a eu Tchibala, il y a eu Badibanga Sami. Évidemment. Ça a commencé là déjà à chuter. Non, vérifiez les statistiques. Et le clou a été enfoncé par vous. Vérifiez très bien les statistiques. Du temps de Matata Ponyo, le taux de change est passé de 914 francs congolais à 1216 francs congolais avant qu'il ne parte. L'inflation est passée de 17% à 23% avant qu'il ne parte, avant que Badi Bangan n'arrive. Donc, le temps qu'il y avait stabilité, c'est le temps où il n'y avait pas de crise au niveau international. Et le prix des métaux avait quintuplé. Or, Matata Ponyo, de son temps, de 2012 à 2016, il n'a réussi à augmenter notre budget qui est de 400 millions de dollars durant 4 années. Mais au moins, il a créé Transco, on a Congo Airways, on a construit des bâtiments Congo Airways, je ne peux pas en parler aujourd'hui. La paye des fonctionnaires de l'État. Je ne dis pas et les gens étaient payés les 15 et les 30. Et tout ça, ça vous échappe complètement, malgré les 15 milliards. Où est-ce que ça bloque? Je ne dis pas que le bilan de Matata... Il n'y a pas eu trop en jambe au niveau de la primature. Je ne dis pas que le bilan de Matata Ponyo, c'est zéro. Il a fait quelque chose, ce n'est pas été satisfaisant à la hauteur de l'environnement macroéconomique tel que ça se présentait, au regard de moyens et des possibilités qui s'offraient à lui. Je suis à ce niveau-là. Oui, Matata Ponyo a construit les entreprises que vous dites. Mais de quelle manière on a créé, par exemple, Congo Airways? Ce n'était pas dans les budgets. C'était dans les régies financières. On est allé puiser de l'argent, tout simplement. La manière de le faire fait partie aussi de la gestion. Deux, vous dites qu'il payait régulièrement. Oui, il payait régulièrement parce qu'il y avait une manne d'or. En sa présence, les prix des métaux avaient quintuplé. Ce n'était pas grâce à une politique macroéconomique mise en place, mais c'était juste une économie des chances par rapport à l'époque. De deux, l'enveloppe salariale. Matata Ponyo payait les fonctionnaires, mais il y avait autant de NI et autant de non payés. L'enseignant n'a pas été pris en compte parce qu'il était sous la charge, je parle de l'école publique privée, était sous charge de parents. C'est-à-dire le parent, c'est qui? C'est les fonctionnaires, c'est les militaires, c'est les policiers qui, lui, étaient sous-payés, qui devraient prendre la charge de notre parent qui est enseignant. Donc, tout ça, aujourd'hui, si vous comparez l'enveloppe salariale, il est normal qu'il puisse avoir le moyen de payer facilement, mais aujourd'hui, l'enveloppe salariale que dépense le gouvernement est 10 fois, 20 fois plus que ce que Matata pouvait prendre comme charge. Et depuis qu'il avait pris le pouvoir de 2012 à 2016, quoique la monnaie avait bougé, mais les salaires
on ne cherchait même pas à ajuster le niveau du salaire. Il est resté stagnant, de bout en bout. Donc, c'est de ce que moi je voulais parler pour dire que, profitant de cette stabilité, qui n'est pas commencée avec Matata, la personne que moi j'estime que je peux féliciter de mon point de vue, c'est Muzito. Muzito a hérité d'une économie en crise. Nous sommes en 2008. C'est la crise mondiale, la deuxième depuis 1929. Et c'est durant cette crise-là que Muzito réussira à atteindre le point d'achèvement dans cette difficulté-là. C'est dans cette crise-là qu'il arrivera à multiplier notre budget de 800 millions de dollars à 3,8 milliards de dollars. C'est dans cette difficulté-là qu'il arrivera à stabiliser la monnaie depuis 2010. Donc Matata a trouvé la monnaie et l'économie déjà stabilisée depuis 2010. Il est venu consolider la stabilité qu'il a trouvée de son prédécesseur. Or, si vous comparez les deux cadres d'évolution, Muzito a travaillé dans un cadre de choc économique, dans un cadre de crise mondiale. Bon, mais malgré, s'il vous plaît, monsieur John Kolela, malgré Covid, vous avez évoqué, peut-être aussi vous avez oublié la guerre en Ukraine, parce que c'est souvent évoqué comme argument détail. Qu'est-ce qui vous a empêché de stabiliser les taux d'échange? Parce qu'on est parti de 16 à presque 30, donc on a presque doublé. Et ça, c'est incroyable. Avec les réserves d'échange, aujourd'hui, on parle de 5 milliards, les budgets est à 15 ou 18 milliards. Est-ce que ces chiffres-là sont vrais? Est-ce que pour endormir les peuples, les paniers de la ménagère souffrent? Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de misères, alors que les billets a été quadruplé. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, je ne dirais pas le contraire de ce que vous venez de dire. C'est notre constat aussi. Nous sommes sincères. Et il est très amer, ce constat. Il est très amer. Le budget et plutôt le taux d'échange est parti presque du double, du simple au double. Ça, c'est vrai. Ça se constate sur terrain. C'est question tout simplement de la discipline. Sama Lukonde a eu la chance d'avoir la réserve internationale d'environ 5 milliards, mais incapable de stabiliser la monnaie. Ça ne se comprend pas. Incapable ou bien empêché par vous, les partis tout-puissants? Non, ce n'est pas les partis qui gèrent. Nous gérons dans une coalition. Nous travaillons avec tout le monde et chacun a ses attributions. Sama serait gêné par qui? Est-ce qu'il y aurait un conseiller qui dirait à Sama, non, ne stabilisez pas la monnaie? Ça ne se conçoit pas. Donc chacun fait son travail, mais nous avons constaté qu'avec la réserve de 5 milliards de dollars, il n'a pas été à mesure de stabiliser. C'est inconcevable parce qu'il n'y a jamais eu un gouvernement qui a déjà réussi à avoir la réserve d'environ 3 mois. Parce qu'avec 5 milliards de dollars, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans les normes de 3 mois d'importation de nos devises. Donc c'est ça même presque la limite acceptable. Donc son incapacité, c'est une erreur que Judith doit chercher à corriger. Parce qu'on ne peut pas prétendre appliquer la politique structurelle si la conjoncture n'est pas encore maîtrisée. La base, c'est la conjoncture. Donc, il faut maîtriser les prix sur le marché, parce que les prix aussi, vous n'en avez pas parlé. Il y a aussi le taux d'échange qui est toujours fluctuant à tout moment. Et ça ne rassure pas les investisseurs, parce que l'investisseur a peur lorsqu'il y a l'insécurité sur le plan économique. Donc, je crois que Mme Judith doit s'atteler à cela. C'est une seconde chance qu'on a accordée au chef de l'État. C'est parmi les erreurs à corriger. C'est-à-dire qu'on a la réserve des 5 milliards. Commençons par stabiliser la monnaie pour qu'il n'y ait plus d'hémorragie et permettre à ce que la politique structurelle puisse trouver au moins une base sur laquelle elle peut se construire. Donc, la misère de la population, le budget qui a presque quadruplé, comme vous avez dit, n'oublions pas, chaque fois que nous parlons budget, n'oublions pas que le budget, nous l'avons, c'est pour servir la population. Le budget doit être comparé aux besoins. Le budget, c'est les moyens, mais à côté du budget, il y a les besoins à réaliser. En même temps que nous avons le budget de 16 milliards, en même temps, les besoins aussi sont en train de se multiplier de manière exponentielle. La population est en train d'augmenter. Les nouveaux-nés, les nouveaux venus sont des besoins supplémentaires que la République doit prendre en compte. Matata Pogno de son temps, ou bien le temps passé, on ne prenait pas en compte la gratuité de l'enseignement. Si vous prenez ne serait-ce que l'enveloppe salariale accordée à l'enseignant qui n'était pas payé autrefois, c'est puisé dans ce budget-là. Si vous voyez les routes qui sont construites, c'est vrai, vous direz qu'il y avait d'autres routes autrefois, mais ce sont des routes qui se détruisent après 1 année, après 2 années, on est obligé de recommencer le même travail. C'est là que je dis qu'il faut beaucoup plus vérifier la qualité de la dépense. Lorsque vous faites des investissements, faites-le de sorte que ça puisse au moins durer et profiter. Mais lorsque vous construisez des infrastructures qui peuvent se détruire après 1 année, après 2 ans, après 3 ans, ça ne sert à rien. Parce que nous recommençons toujours à zéro au lieu de progresser.
Donc, il y a un problème de la qualité de dépenses, ça nous reconnaissons, mais cela ne signifie pas que les chiffres sont faux. Les chiffres sont vrais, mais il faut beaucoup plus veiller sur la qualité maintenant de la dépense. Alors, avant de parler de cet écart entre les chiffres qu'on vous annonce ou les programmes discutés et validés au Parlement et les actions sur terrain, j'aimerais d'abord faire un pas en arrière. Est-ce que le président Tshisekedi ne s'est pas compliqué la vie en prenant certaines mesures populistes? Il y a eu ce projet 100 jours avec beaucoup de millions dilapidés. On ne connaît pas aujourd'hui ces résultats. Les maisons préfabriquées, on ne sait même pas. Et jusque-là, personne n'a payé. Parce que tous ceux qui étaient accusés ont été blanchis complètement. On ne sait pas si c'est l'ange Gabriel qui est venu piquer cet argent et rentrer auprès du Père. Il y a eu gratuité de l'enseignement. Est-ce qu'on ne pouvait pas y aller par palier? Par exemple, dès deuxième primaire ou les 3 premières années, première, deuxième, troisième primaire, il y a eu maintenant gratuité à la maternité. On embrasse tellement de choses que la misère maintenant s'est fait de plus en plus sentir. Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite en besogne au lieu d'y aller palier par palier et voir ce que ça donne et tout en améliorant surtout les sociales de la population? Parce que là, tout est au rouge et je ne sais pas comment Soumino va s'en sortir. Évidemment, chaque pays a toujours des problèmes à résoudre. Il n'y a pas un pays au monde ou un peuple depuis l'Antiquité ou depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui où on n'a pas de problèmes. Gérer, c'est faire face aux problèmes. Et nous tous, nous avons presque les mêmes problèmes. C'est notre manière de les aborder. Je commence par la gratuité dont vous venez de parler. La gratuité n'est pas une mauvaise chose. Notre Constitution a décrété la gratuité depuis 2006. Si on a appliqué la gratuité en 2019, c'est-à-dire 13 ans après, c'est déjà avec un grand retard. Mais durant les 13 années-là, qu'est-ce qui a été fait pour préparer cette gratuité-là si vous nous demandez aujourd'hui d'aller mollo-mollo? Les enfants qui sont nés en 2006 jusqu'en 2019, qui ne sont pas allés à l'école, ne sont-ils pas des Congolais eux aussi qui avaient besoin de savoir au moins écrire, calculer et lire? Si on annule la gratuité, c'est-à-dire remettre la charge de la scolarité des enfants sur le parent, je vous ai démontré, les parents c'est qui? C'est les militaires qui touchent 100 $. C'est les fonctionnaires qui touchent 100 $. C'est les policiers ou les médecins qui touchent 100 $. Vous demandez aux policiers, aux médecins et fonctionnaires qui touchent 100 $ de déterminer la souffrance de l'enseignant. Et vous estimez qu'on est équilibré, on est juste. Et au moment où l'État prend la responsabilité de payer cet enseignant-là, parce que c'est lui notre employeur à nous tous, il paye à l'enseignant 100 $, il paye au médecin 100 $, chacun a son 100 $ sans entrer dans la vie de l'autre. Je pense que c'est ça aussi la justice. Et il est vrai que la gratuité s'est butée à des difficultés parce que beaucoup de choses n'ont pas été faites dans leur temps. Si par exemple Matata Ponyo avait fait les projets 1000 écoles l'an, durant les 4 années, on aurait 4000 écoles. La gratuité ne souffrirait pas de pléthore dans les classes. En ce moment-là, on aurait résolu un problème. La gratuité aujourd'hui a permis à environ 6 millions d'enfants de reprendre le cours. Et vous imaginez s'il n'y a pas la gratuité parce qu'on en a consommé 13 années, si chaque année on devrait prendre 6 millions d'enfants qui restaient à la maison, quel sera le Congo après 50 ans? Ça sera un Congo de Koulouna. Qui sera le dirigeant du Congo après 50 ans? Ça sera le Koulouna qui passera au pouvoir. Donc il faut prendre en compte les conséquences de ce que nous sommes en train de chercher. Si on n'éduque pas l'enfant, si on ne forme pas l'enfant, c'est toute la République qui va en souffrir. Même beaucoup de difficultés que nous traversons jusqu'à aujourd'hui, c'est dû à l'éducation de l'être humain qui est à la base. Regardez comment se comportent nos pasteurs, le musicien, les chauffeurs sur la route, les policiers, les professeurs, les étudiants. Tout le monde est dans la dérive. Donc, c'était important qu'on puisse couper cela pour protéger le Congo de demain. Donc, la gratuité a son sens. Quoi qu'il y ait des difficultés, mais on fait des efforts chaque année pour les améliorer. Donc, nous faisons avec. C'est-à-dire, selon votre point de vue, il fallait attendre combien d'années? 30 ans. Mais les enfants qui naissent, qui ne partent pas à l'école, leur âge ne va pas se stopper. Non, mais y aller de manière progressive pour ne pas impacter négativement sur les sociales de la population. Parce que, gratuité, oui, mais on n'a pas cultivé. Vous savez, nous avons plusieurs millions de terres arables. On pouvait, ne fût-ce que consacrer... Ce n'est pas la gratuité qui empêche qu'on cultive. Consacrer un grand paquet à l'agriculture, produire et manger, réhabiliter les routes.
des secteurs agricoles pour évacuer la production agricole. Tout ça, ça a été laissé pour compte. Et en fin de compte, les gens souffrent et les Congolais ont du mal aujourd'hui à évaluer le travail de... Rien n'a été laissé pour compte. On ne gère pas la République secteur par secteur pour se dire que nous terminons ça, nous commençons ça. Quand on gère la République, on gère tous les domaines en même temps. On ne peut pas dire que la santé doit attendre que la scolarité s'améliore. On ne doit pas dire que la scolarité doit attendre que l'agriculture s'améliore. On gère les gens parce que nous ne vivons pas deux fois, nous ne vivons pas au brillant en entendant des maîtres propres. C'est-à-dire que les enfants qui naissaient pendant cette période où vous vous dites qu'on devrait se concentrer de l'agriculture et devraient attendre à la maison en attendant l'agriculture pour qu'ils partent à l'école. Leur âge ne devrait pas attendre l'agriculture pour commencer à compter. Ça, c'est de 1. À ce qui concerne les projets, tous les projets de 100 jours, la plupart ont été réalisés parce que peut-être que nous estimions que c'était les projets qui devraient mettre fin à toute notre souffrance. Ce n'était qu'un projet de quelques milliards de dollars. Ce n'était pas pour mettre fin à la souffrance de tous les Congolais pendant très longtemps. On s'est fixé des choses à réaliser telles que les sautes-moutons, telles que quelques kilomètres de routes à réhabiliter. Il n'y avait pas que les maisons préfabriquées. Mais si on s'accroche aux maisons préfabriquées, on peut aussi en parler. Les maisons préfabriquées, on a vu le jugement. La justice n'est pas là seulement pour condamner. C'est pour aussi éclairer, de sorte que celui qui est fautif soit condamné, mais celui qui n'est pas fautif soit relaxé. Le fait de relaxer ces gens-là ne signifie pas que la justice n'a pas fait son travail. Donc tous étaient non coupables. Non coupables pourquoi? Parce qu'il y a eu des raisons. La Tanzanie avait saisi la République, je crois, pour lui démontrer que les conteneurs étaient au port de la Tanzanie. Si les conteneurs pour lesquels nous étions en train de chercher l'argent, que vous vous dites que c'est dilapidé, c'est l'ange qui est parti avec au ciel. Et si la Tanzanie vous dit que les conteneurs sont dans ces ports en Tanzanie, qu'est-ce qui est perdu? Et dès lors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces conteneurs sont arrivés au Congo ou je n'ai pas la bonne information en Tanzanie, ça fait quand même longtemps. Je n'ai pas la bonne information pour préciser, mais c'est une marchandise du Congo. J'estime que le gouvernement congolais devrait s'y prendre pour amener sa marchandise au pays. Donc l'argent qui était estimé être perdu a été retrouvé à travers la marchandise qui était dans les conteneurs. Donc on ne peut pas dire que c'est l'ange qui est parti avec au moment où les conteneurs sont retrouvés. Alors on va terminer avec vous par cette question. Vous étiez député national. Qu'est-ce qui empêche à l'Assemblée nationale ou les Sénats, n'est-ce pas, bref, le Parlement congolais, de contrôler effectivement l'action du gouvernement? Parce que vous avez ces programmes comme boussole pour conduire l'action gouvernementale pendant 5 ans. À quel moment les uns et les autres plongent dans la distraction et à la fin, on ne sait même pas atteindre 50% des réalisations. Et puis il n'y a même personne à qui demander des comptes. À quel moment ça bloque entre l'exécutif national, l'Assemblée nationale, les élus qui sont censés contrôler? Évidemment, il faut qu'on libère la démocratie. Si notre pays est jusqu'à aujourd'hui malade, c'est parce qu'il y a certaines crises de l'homme, notre incapacité à être de bons citoyens et notre inaptitude à la démocratie. On estime que la démocratie, c'est lorsque la majorité va protéger les siens. Avant d'être membre de la majorité, nous sommes d'abord des citoyens. La patrie avant les partis politiques, avant la majorité. Nous ne sommes pas ligués dans la majorité pour soutenir les voleurs ou bien pour ne pas contrôler la gestion de la République. Nous sommes là pour aider la République à aller de l'avant. Nous qui étions députés 2011-2018, nous ne sommes pas aujourd'hui. Si le pays est en crise, nous subissons la même crise que nous n'avions pas voulu arranger quand nous avions la responsabilité de le faire. Les députés d'aujourd'hui aussi doivent savoir qu'en 2028, ils ne seront plus de députés et qu'ils vont subir les chocs de ce qu'ils vont faire comme travail. Donc, il faut libérer la démocratie, il faut donner la liberté aux élus de faire les initiatives de contrôle parlementaire et les bureaux doivent libérer les contrôles parlementaires. Du moment où aujourd'hui, j'interpelle un ministre, les bureaux bloquent, je n'ai pas d'autres manœuvres à faire pour le convaincre, ça reste. Je n'aurai pas le courage d'initier prochainement une autre initiative pour faire le contrôle. Et avec ça, nous entrons dans la léthargie et ça n'aide pas la République. C'est là que je demande au président Kamere, je sais que c'est un démocrate, je sais qu'il a son savoir-faire, qu'il libère davantage le contrôle parlementaire, qu'il libère la démocratie. Mais pas d'émotion alimentaire. Pas d'émotion alimentaire parce que la perte du gendarme, c'est le débit de la sagesse. Si le gouvernement est conscient qu'à tout moment, à chaque action, il est contrôlé, je crois qu'il y aura la perte du gendarme et les choses peuvent s'améliorer tant soit peu. Et je demanderai aussi à l'IGF de faire son travail et que la justice aussi puisse accompagner ces institutions. Lorsqu'on dénonce, lorsque les ministres publient les listes de leurs biens,
à la fin de leur fonction, qu'est-ce qu'on en fait de ces listes? Est-ce qu'on vérifie pour savoir si se sont enrichis illicitement ou bien on les laisse partir seulement comme ça? Donc, le sens de l'article qui demande aux ministres de publier leurs avoirs, c'est lorsque, à la fin, vous allez contrôler pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus après leur fonction. Donc, je crois que c'est les contrôles de l'IGF, les contrôles du Parlement et les actions de la justice qui feront à ce que l'homme congolais qui refuse d'être citoyen, qu'il devienne au moins citoyen. Alors, pour terminer, vous voyez Judith Souminois faire mieux que ses prédécesseurs, hommes? Je refuse de donner mes pronostics avant. Moi, je vais juger les gens par les actes. On en a vu autant de discours, on en a entendu autant de discours, on a vu autant de gens parler. Je suis de la majorité, je suis de l'UDPS. Souminois est de l'UDPS, mais je ne peux pas dire que parce que je suis de l'UDPS, c'est qu'elle va réussir. Je vais voir les actes qu'elle va poser. Et si elle contredit la volonté de la population, on aura toujours le temps de la contredire et de la dénoncer elle aussi. Jugeons-la par les actes. Et surtout, si l'UDPS ne met pas de crocs en jambes, n'est-ce pas, au niveau de la primature. Je ne souhaite pas que l'UDPS le fasse et je n'ai jamais entendu qu'on l'a fait quelque part, mais je l'apprends à travers vous quand vous parlez tout simplement, mais je n'ai pas vu du concret sur terrain, quelqu'un qui a mis le coq en jambe dans un gouvernement. Peut-être c'est la fin des règnes de conseillers tout-puissants, en tout cas. En tout cas, s'ils existaient, en tout cas, qu'ils mettent fin à leur pratique. Des notes verbales et des petits papiers avec des signatures parfois imitées pour faire ce qu'on appelle trafic d'influence. Merci beaucoup. En tout cas, si ça existait, on doit mettre fin à cela. Merci beaucoup, John Kolela, pour votre franc-parler. Vous êtes cadre de l'IDPS, ancien député national de 2011 à 2018. Et merci pour vos analyses très pertinentes. Merci si beaucoup, chacun fait son boulot, c'est le Congo qui va gagner. Le peuple souffre, le peuple a besoin des résultats et non pas des discours. Merci. C'est par ici que se termine cette longue matinale. Mesdames, Messieurs, je vous fixe rendez-vous mercredi prochain